Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 85 de Dragon Ball Super. J'ai envie de dire enfin le retour des reviews du futur sur la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui découvrent ma chaîne, pour tous ceux qui se demandent où est-ce que j'ai pu voir l'épisode une semaine avant tout le monde, etc. Regardez en haut à droite de la vidéo, j'ai mis un texte encadré qui va rester tout le long pour vous expliquer ce que c'est. Donc en gros, vous avez compris que c'est une version améliorée de l'analyse de preview et bien plus scénarisée. Alors cet épisode 85 de Dragon Ball Super, parlons-en. Très attendu à la fois par la preview officielle qui a été donnée, là où l'on voyait Boumaigre, etc., que par les 2 sessions de spoilers que l'on avait eues, et dont bien sûr je vous en avais parlé en exclu sur la chaîne. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez rattraper ça, enfin ça reste à votre disposition. Alors, l'épisode 85 a repris encore une fois quasiment là où son prédécesseur nous avait laissé, avec un Goku qui écoute les conseils qu'il a reçus en épisode 84 et se dirige alors vers le palais de Dende pour en savoir plus sur le lieu où se trouve C17 pour pouvoir le recruter pour le tournoi. Goku et Gohan décident alors de se séparer parce que le temps défile très vite, il ne reste maintenant plus que 38 heures, bien sûr sur les 40 qui avaient été accordées entre guillemets par le grand prêtre avant que le tournoi du pouvoir ne commence, et Gohan a donc planifié de recruter Piccolo, et Goku lui dit quoique c'est pas plus mal étant donné que tu es presque plus proche de Piccolo maintenant que je ne le suis. Gohan sourit un petit peu à ça, mais en même temps il redevient plus sérieux et demande avant de quitter Goku, lui demande directement à son père si clairement est-ce que ça va aller pour lui. En fait le sous-entendu est que ça sera la première fois que Goku va rencontrer C17, sachant que C17 à la base, cet humain artificiel, il a été programmé pour tuer Goku, rappelez-vous-en. Mais Goku lui dit ne t'inquiète pas, beaucoup de temps a passé, et puis regarde, même lui a l'air d'avoir changé, et puis après tout je suis fort, tu sais maintenant, en souriant un peu comme il fait d'habitude. Cela a bien sûr eu le don de rassurer plutôt Gohan, qui s'est quand même dit dans la tête j'espère que ça ira bien, et maintenant on s'est mis à suivre Goku, dans son chemin vers le palais de Dende. Sauf que, à mi-chemin à peu près, en se dirigeant vers le palais, Goku détecte et sent un gros ki qui se dégage, et il reconnaît celui de Majin Buu. Et Goku se dit tiens, déjà c'est bizarre que Buu utilise son ki, qu'est-ce qui peut se passer? En plus il est toujours flemmard en train de manger auprès de Hercule, et ne se bat plus. Et en plus, son ki a un petit peu changé. Donc je ferais mieux d'aller voir, car si Buu est en train de se battre, c'est peut-être qu'une menace est arrivée sur Terre. Et au final, Goku termine avec ça en lui disant « Tant pis, je recruterai C17 plus tard. Je me dépêcherai en quelque sorte. » Et les deux, bien sûr, Goku a pu se téléporter vers cette sensation de ki de Majin Buu qu'il a senti. Et ça nous a mené à la scène que vous avez directement entrevue dans la preview de cet épisode-là, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et on est tombé sur ce nouveau Buu, qu'on pourrait appeler le Buu maigre. J'ai vu sur Twitter que, étant donné que le gros Buu est appelé Fat Buu, Fat gros, est appelé Fat Buu alors par la communauté anglo-saxonne, et bien que les gens sur Twitter s'amusaient à parodier son nom en l'appelant Fit Buu. Fit dans le sens fitness, vous savez, le fait d'être svelte, d'être athlétique, c'est un peu ça. Alors je ne sais pas si c'est un nom qui va rester, Fit Buu, mais en tout cas c'est sympa. Sa voix, sa doublure est la même, il joue un petit peu avec les tons, mais honnêtement c'est la même chose. La débilité a l'air à peu près identique, et surtout on se rend compte qu'il était en sorte d'entraînement. Et on voit sur son visage que ce nouveau Buu, on va le qualifier comme ça, est assez fier de lui, d'être mince et du fait qu'il a subi un entraînement intensif et spécial d'après ce qu'il vient de dire à Goku. Et Goku alors, vous lui parlez d'entraînement, d'évolution de pouvoir, de nouvelles formes et tout ça, il est content. Et il demande alors à Buu comment il a fait pour maigrir autant, pour changer, et d'après ce que dit Buu, pour progresser aussi vite en 2 heures. Buu se met à sourire et lui dit « Je te le dirai si tu me bats ». Et honnêtement, même si c'est totalement débile qu'un combat se lance comme ça, rien de mieux pour Goku que d'être dans le feu de l'action, d'être défié. De toute façon, il relèvera tous les défis en termes de combat, ça on connaît Goku. Surtout si un de ses anciens ennemis comme Buu, qui est quand même très dangereux à la base, rappelez-vous dans DBZ, se met à changer et à dire qu'il est devenu beaucoup plus fort. Forcément, ça a de quoi intéresser Goku. Et même si l'entraînement de Majin Buu reste encore mystérieux à ce moment-là de l'épisode, en tout cas le début de combat l'opposant à Goku était assez dynamique, assez agréable à voir, dans une qualité d'animation qui était quand même relevée par rapport au précédent épisode, et la fluidité du combat, des chorégraphies, etc. était quand même très bonne, bien que légèrement en deçà de celle de Goku contre Krillin, mais bon, Goku contre Krillin ça avait quand même plus, d'impact émotionnel et il fallait un peu marquer le coup pour montrer à quel point Krillin était revenu sur le devant de la scène. Mais par contre, il faut remarquer que Goku est resté pendant tout ce petit début de combat en forme normale. Même si Buu lui a dit directement j'ai beaucoup progressé, eh bien on constate que les échanges sont assez serrés entre les deux. Alors c'est vrai que Goku a beaucoup progressé depuis son combat contre Majin Buu à l'époque, quand Buu était méchant, entre guillemets contrôlé par Babidi. Goku à l'époque avait combattu Buu en forme SSJ3, et là Goku tient tête à Buu, à ce nouveau Buu maigre, ce Fit Buu, en mode forme normale.
Alors déjà, il y a une part de logique parce que Goku a beaucoup évolué depuis son combat contre Boo à l'époque, et sa forme normale d'aujourd'hui est quand même très nettement au-dessus de sa forme normale de l'époque. Mais en même temps, Goku nous dit que c'est bizarre, car même si Majin Buu a maigri, même s'il a l'air sûr de lui, et bien pourtant sa force de combat a l'air identique, voire même inférieure à celle qu'il possédait ces derniers jours. Du coup, Goku se demande à quoi peut-il bien jouer, que prépare Buu, et à quoi a finalement servi son entraînement. Et Goku finit par dire bon ben on va voir ça, et il se transforme en SSJ1, histoire de voir si Buu peut tenir le rythme ou pas. Mais malheureusement, pour le moment, on va y revenir par la suite de l'épisode, parce que l'épisode est revenu sur ce combat Goku contre Buu, mais la scène pour l'instant a été coupée vers Gohan posant le pied maintenant sur un rocher. Vous savez, en plein moment de la transformation de Goku, on a eu une sorte de fondu qui nous a montré Gohan se dirigeant vers ce fameux rocher dont je vous parle, sur lequel Piccolo était en train de méditer. Et bien sûr, pour donner un effet de réalisation sympa, au moment où le pied de Gohan touche le sol du rocher, il y a les yeux de Piccolo qui s'ouvrent. Honnêtement, un Piccolo hyper classe, hyper bien dessiné, très peu de plans différents, mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils étaient agréables à voir. Vous savez que j'en attends beaucoup de la part de Piccolo durant ce fameux tournoi du pouvoir. J'espère que ça ne sera pas la même tromperie, la même petite arnaque qu'ils nous ont fait durant le combat contre Frost. Vous savez que j'aime bien trouver des explications à tout, mais le fait que Piccolo ait été aussi ridicule face à Frost à l'époque, honnêtement, ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'a beaucoup gêné. Bien sûr, je parle de l'ancien tournoi Univers 6 contre Univers 7. Mais à ce moment-là, les devins, on a cru que les deux personnages ultra classe, Gohan et Piccolo, c'est franchement le top du cool et du classe dans DBS, DBZ, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'était le moment de la fameuse coupure, vous savez, qui est au milieu d'épisode, qui pour nous est coupée. On voit qu'il y a une mini-pause, on voit les fameux high catch, les fameuses espèces de wallpaper de fond d'écran, et direct, l'épisode reprend, sauf que pour les Japonais, là, à ce moment-là, il y a les publicités télé. D'ailleurs, petite remarque perso, si un jour vous avez l'occasion de voir des publicités japonaises, c'est vraiment très drôle. Même si vous comprenez que dalle au japonais, c'est même encore mieux, ça renforce le truc. Et à la suite de cette pause-là, on s'attendait par exemple à revenir sur Gohan et Piccolo, mais non. On est revenu et l'épisode a repris dans une ambiance tout à fait différente. Vraiment tout autre, avec la fameuse réunion des Kaioshin, le rassemblement plutôt des Kaioshin qui nous a été promis par les spoilers de cet épisode-là. Et on voit en fait que ça se passe dans l'univers 11, ou du moins c'est une sorte de, de Skype divin, dans lequel il y a des espèces de petites sphères qui s'illuminent, et dans lesquelles on voit apparaître la tête de chaque Kaioshin qui ne sont pas présents dans l'univers 11, mis à part Kai, vu que c'est son univers, donc c'est logique qu'il soit présent physiquement. Tous les Kaioshin sont là, y compris ceux qui sont dispensés de tournoi, et Kai les remercie d'abord d'être là, nous fait comprendre que c'est à sa demande que cette réunion a été mise en place. Pourquoi, il ne le dit pas clairement, mais en gros, il leur dit que c'est pour se préparer et voir quelles solutions il pourra anticiper par rapport au tournoi du pouvoir de Zeno, qui, il le rappelle, a pour but au final de détruire les univers. En tout cas, ceux qui ne sont pas dispensés. Alors au final, cette réunion n'aura duré que quelques minutes dans l'épisode, mais elle était très intéressante. Déjà parce que, comme prévu, les Kaioshin qui sont dispensés des univers 1, 5, 8 et 12 s'en foutent un petit peu de ce qui se passe. Ils sont plutôt hautains par rapport à tout le monde et disent que, au contraire, ils ne veulent absolument rien faire pour que la situation s'améliore, étant donné que pour eux, la situation est parfaite, vu qu'ils sont dispensés de tournois, et ils disent à leurs confrères, vous n'aviez qu'à mieux gérer vos univers et vous n'en serez pas là. Ce qui en même temps n'est pas faux, mais c'est quand même pas bien de se moquer de ses semblables. Vous savez, petite parenthèse personnelle, comme on dit, la retourne, et honnêtement, que ça soit dans la vraie vie ou quand j'analyse un animé, la réflexion est pareil, s'applique partout. Ça ne sert à rien de se moquer des autres, juste simplement parce que vous êtes dans une situation de force, vous vous sentez supérieur, mais en fait, vous êtes supérieur à personne, faut redescendre sur terre. Donc, mis à part si vous êtes en train de jouer à la PlayStation ou la Xbox, que vous venez de gagner, vous avez envie un petit peu de vous la péter, là c'est drôle, mais dans des moments sérieux, honnêtement, ça sert à rien dans la vraie vie de se moquer de son prochain. Bon, bref, petite parenthèse philosophique fermée, on va dire que ceux qui ont mené le plus le débat, ce sont bien sûr les Kaioshin dont les univers sont impactés par le tournoi, dont notamment, en particulier, on a bien vu se démarquer du lot Kuru de l'univers 4, Ea de l'univers 3 et Gowasu de l'univers 10. Shin était là aussi, mais bon, il était plus dans l'aspect réunificateur qu'autre chose et n'a pas eu de rôle ultra prépondérant. Et si je devais vous résumer la situation, je vous dirais que ce qui m'a frappé le plus, c'est le comportement de Kuru, très présomptueux. Même s'il était dans cette situation de merde, il disait qu'au final, c'est Zeno qui s'est trompé, qui n'a pas remarqué la qualité de son univers, qu'il était très fier de son travail, et que ce tournoi-là va lui permettre de s'affirmer par rapport à tous les autres univers, tant pis si ça cause la destruction d'autres, mais qu'en tout cas, il fera tout pour que Zeno-sama, ou les Zeno si vous voulez, et le Daishinkan reconnaissent à tout prix et remontent sa note.
Alors bien sûr, je vous ai zappé tous les passages avec Ro, le Kaioshin de l'univers 9, qui lui était plutôt justement pour essayer de convaincre, de blablater auprès de Zeno, comme il a déjà tenté le coup. Et cette partie-là de la discussion a fait chauffer pas mal les esprits avec Kuro qui se l'a pété avant. Enfin, vous voyez, chacun y a mis son grain de sel et a révélé un petit peu ses intentions. Bien que Kai, je vous le fais remarquer, est resté vaguement silencieux et a pas beaucoup parlé, a plus été une sorte d'animateur plutôt qu'un vrai créateur de débat. Et cela a fini par énerver Gowasu. Énervé, bon, vous m'avez compris, hein, mais ça l'a irrité. Lui qui pensait qu'une collaboration était sûrement possible, que le seul moyen de s'en sortir là-dedans, c'est de s'unifier et non pas de se taper dessus. Et Gowasu a fini par dire qu'au final, si tous ces univers-là ont reçu une mauvaise note, c'est peut-être pas pour rien, il n'y a qu'à voir le comportement de leur Kaioshin. Et il a fini par couper la discussion dans un moment assez froid. Par la suite, Shin, lui, il a fait comprendre qu'il était très déçu de la situation, de sa tournure, et a coupé aussi. Et au final, tout le monde a commencé par partir. Et Kai s'est retrouvé seul. Et justement, cette scène nous a permis très brièvement de voir que les Kaioshin rentrent et se mettent à appeler chacun leurs anges, histoire de contacter leur Akaishin. En gros, histoire de leur faire leur compte rendu. Par exemple, Gowasu qui appelle l'éléphant, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et on a commencé par avoir un focus sur le Kaioshin de l'univers 6 qui appelle Champa, pour lui dire que la réunion s'est carrément mal passée, que les Kaioshin ne sont pas du tout d'accord entre eux. Et Champa finit par s'énerver sur son Kaioshin et lui dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? T'étais censé aider à ce que ça aille mieux. Et son Kaioshin a fini par lui dire, écoute, moi je me suis ennuyé pendant cette réunion-là, ils étaient tous en train de se taper dessus, j'ai eu un petit peu la flemme. Ce qui a eu vraiment le don d'énerver Champa. Même Vados a été là pour le calmer un petit peu. Au final, Champa se dit que il comprend de mieux en mieux la note de son univers. Vous savez, ils se rejettent tous la faute entre Akaishin et Kaioshin, et se dit qu'il va falloir alors assurer sur les recrutements. Et Vados se permet de lui faire une petite remarque, et lui montre alors Kiabe en lui disant qu'il n'a pas arrêté de se battre, parce que, rappelez-vous, les devins, c'est quand même le but des Saiyans de l'univers 6, d'être en quelque sorte une patrouille de police de protection de leur univers. On avait même vu dans les épisodes hors série 71-72 que Kiabe était à la pourchasse de Frost, donc il n'a pas arrêté d'être en plein exercice. Et Vados lui soumet alors l'idée que depuis, il a sûrement dû progresser, et que ce serait sûrement un très bon choix de recrutement de l'appeler même s'il avait perdu face à Vegeta la première fois. Champa lui dit que oui sûrement, et que de toute façon il n'a pas grand monde de plus à qui penser, et ça ouvre son esprit vers d'autres recrutements d'autres personnages. Et Champa se met à se demander qui recruter, et se dit qu'il trouve ça assez injuste que son univers soit plus faible en termes de combattants que celui de Beerus. Il fait référence bien sûr au fait qu'il est perdu contre Beerus au tournoi, et que globalement, à part Hit qui a quand même fait bonne figure, tous les autres se sont fait défoncer. Et Vados lui dit, écoutez Champa-sama, pas forcément. Rappelez-vous du cadeau de votre frère, Beerus-sama. Champa réfléchit un petit peu et se met à sourire. Donc en gros, comprenez par là les devins que Champa prévoit clairement de se rendre sur la Terre de son univers 6 pour y recruter d'autres membres, en se motivant en se disant que la plupart des bons combattants de l'univers 7 provenaient de la Terre. Donc pourquoi est-ce qu'il n'irait pas chercher les siens sur la Terre aussi? Ce qui n'est pas con du tout, il faut le dire, et qui pour moi est une excellente nouvelle dans Dragon Ball Super. Et pendant que Champa était sur le départ, on a eu alors une transition sur Kai, le Kaioshin de l'univers 11, celui qui a organisé la réunion entre les Kaioshin, qui veut faire alors son compte rendu auprès de Vermoud, son Akaishin. Et pour notre plus grand plaisir, durant cette scène où Kai s'est retrouvé seul, on a vu arriver de l'ombre Vermoud, le clown, le Akaishin à tête de clown. Et Kai commence à vouloir lui faire son rapport, mais Vermoud lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai tout entendu, j'étais pas très loin, tu te souviens? Kai sourit légèrement et lui dit, oui c'est vrai, j'avais oublié. Et lui dit, alors qu'en pensez-vous Vermoud-sama? Vermoud ricane légèrement et finit par dire qu'au final, il pense que les Pride Troopers auront sûrement beaucoup de boulot. Et on voit alors que les sphères, vous savez ces fameuses sphères de communication qui ressemblaient à du Skype divin, comme je vous ai dit, se changent et laissent apparaître l'ombre de chacun des Pride Troopers. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'on n'y voit pas apparaître ni la tête de Jiren, ni la tête de la fille Broly, comme on l'appelle. Alors, à ce stade-là, faut-il en comprendre que Vermoud veut même s'en prendre aux dieux et aux Kaioshin si ça tourne mal, ou veut-il tout simplement dire que la seule solution sera de faire en sorte que chacun des Pride Troopers élimine les autres univers? Peut-être que c'était une phrase un petit peu imagée pour faire comprendre que le seul dénouement de tout ça sera dans le tournoi et qu'il va falloir survivre et rien d'autre, si on trouve pas intérêt d'entente ensemble pour convaincre Zeno. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez les devins, mais je trouve que ces deux-là, Kai et Vermoud, se montrent de plus en plus mystérieux et, à vrai dire, plutôt suspects. Cette scène-là nous a permis en tout cas une belle transition vers les guerriers de l'univers 11, étant donné qu'on vient de les voir dans l'ombre. Cette fois-ci, on les voit apparaître pour de vrai et combattre. Dans une planète qui appartient très logiquement à l'univers 11, honnêtement, elle est plutôt bizarre, que ça soit sur ses couleurs de ciel, assez orangé, rosé, jaune, etc., un peu de tout mélangé, un peu comme une sorte de coucher de soleil particulier. Et bien sûr, le plus bizarre là-dedans, c'était ces bâtiments qui ressemblaient un petit peu à la forme des châteaux dans les dessins Disney, les châteaux des sorcières dans Disney. Mais le plus important, c'était bien sûr de voir s'entraîner l'espèce de sosie de Beerus contre Toppo. C'était un échange assez stérile, mais plutôt cool à voir. Ils ont tapé beaucoup de dabs dans tous les sens, etc.
Il y avait même l'autre mec qui a l'œil rouge un peu cybernétique et le béret rouge qui me fait énormément penser à un personnage de Street Fighter dont j'ai vraiment oublié le nom mais je suis sûr que vous allez trouver. Et au final, même si cette scène-là nous a été beaucoup montrée dans la preview, au final elle était très courte juste pour nous montrer que les Pride Troopers se préparent, qu'ils sont très forts, que l'espèce de saucisse virus rivalise plutôt bien à l'entraînement avec Toppo, et il ne nous est rien révélé concernant son identité si ce n'est son nom. Mais je ferai une légère pause sur lui en vous disant que oui, c'est vrai, la ressemblance avec Beerus et Ciampa est plus qu'indéniable. Honnêtement, faut être aveugle pour pas le voir. Mais en même temps, depuis le début où je vois ce personnage-là, il me fait penser à un lapin, que ça soit sa dent de devant. Ça ressemble plus à Bugs Bunny que à Beerus, il faut le dire. La manière dont son corps était lancé me fait un petit peu plus penser au corps d'un lapin. Et en plus, la manière dont ses oreilles sont taillées ne me fait pas penser à un chat, mais aussi à un lapin. Donc ça serait drôle de voir une sorte de race, peut-être, je sais pas, cousine ou quelque chose comme ça, de Beerus et Ciampa, mais qui ne serait pas forcément un frère ou autre direct. D'ailleurs, et sur ça aussi, je compte sur vous en zone commentaire, j'ai un énorme trou de mémoire. Je sais qu'il y a pas très longtemps, peut-être un an ou deux, j'étais tombé sur un truc, je ne me rappelle plus si c'était un manga, un anime ou un jeu vidéo. En tout cas, c'était japonais bien sûr. Et dedans, je sais qu'il y avait une forte rivalité entre les chats et les lapins, qui avaient une forme un peu humanoïde. Et les deux se faisaient la guerre. J'arrive pas, je suis sûr que c'est un gros truc, mais j'arrive pas à me le remettre en tête. Je suis persuadé que c'est un truc hyper connu. Et comme quoi, dans cette œuvre-là, il était décrit que pour les Japonais, il y a une forte rivalité qui se crée entre lapins et chats. C'est un peu traditionnel. Alors, s'il y a des experts du Japon déjà, ça serait cool de venir nous préciser si vous le savez. Et en plus, il y a des experts en jeux vidéo, animés et manga qui se rappelleraient de ça. Ça serait cool de votre part de me dire en zone commentaire ce que vous pouvez trouver, parce qu'honnêtement, si je cherche sur Google manga avec des lapins et des chats, je vais pas trouver. En tout cas, merci beaucoup pour votre coup de pouce là-dessus, pour m'aider à retrouver la mémoire, on va dire. Et une chose aussi sur laquelle je vous alerte, c'est que je suis même quasiment convaincu que aux alentours de jeudi-vendredi, on devrait avoir de nouveaux spoilers, ce qui est sûr, mais je pense qu'on devrait avoir le site en fait de l'auto-animation qui devrait être mis à jour. Parce qu'en fait, c'est la coutume, à chaque fois que de nouveaux personnages vont apparaître, le site de l'auto-animation me les révèle un petit peu avant. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de surveiller de très près ma chaîne, surtout aux alentours de jeudi-vendredi, parce que vous me connaissez, dès qu'il y a des spoilers, j'attrape mon PC et mon micro et directement je vous enregistre une vidéo avec bien sûr l'information juste à 100% et mes réactions à chaud. Donc comptez sur moi si c'est le cas, je suis quasi sûr que oui, et en tout cas je serai là pour vous en parler, pour bien sûr vous révéler quelle serait l'identité de ce lapin-là, quelles seraient ses origines, pourquoi pas un lien avec Beerus et Ciampa, une rivalité avec eux, ce qui serait plutôt drôle et peut-être plus intéressant qu'un lien fraternel. En tout cas, dès que ça sera révélé, comptez sur moi pour que l'on puisse en parler ensemble sur la chaîne le plus tôt possible. Petite remarque aussi sur ce gars-là qui a une tête de Street Fighter, même s'il porte des vêtements différents, je pense qu'il fait quand même partie des Pride Troopers. Même si Toppo nous a donné un indice dans l'épisode 82, il me semble, en nous disant oui, le costume que je porte, seuls les Pride Troopers sont autorisés à le porter. Enfin, il nous avait fait comprendre que si tu portes le costume, tu es un Pride Troopers. Mais après, rien n'indique qu'il est par exemple une sorte de lieutenant des Pride Troopers. Il a un peu les traits de visage clichés des mecs dans les films de guerre, un peu comme le commandant de Rambo, vous voyez un peu ce délire là. Et bon, sinon durant cet entraînement entre Toppo et le fameux lapin, enfin du moins je pense que c'est un lapin, Toppo finit par dire au lapin de bien prendre cet entraînement au sérieux, étant donné que même si Goku avait l'air d'être le plus fort durant ce tournoi là, il y avait quand même d'autres membres qui ont fait très bonne figure, et il se met à penser à l'image qu'il avait de Gohan. Qui nous a permis de revenir sur lui, clairement sur la Terre de l'univers 7, et on a eu droit à la suite de la scène de recrutement de Piccolo qu'on attendait tant, en tout cas pour ma part je l'attendais beaucoup. Avec un Gohan qui a tenté de recruter Piccolo un peu à la va-vite, mais Piccolo a très bien compris que Gohan était très tendu, il lui a dit écoute, depuis le temps je lis en toi comme dans un livre ouvert, surtout quand tu es plutôt stressé, quand il y a des enjeux, si quelque chose se trame et si tu as besoin absolument de moi pour un tournoi, dis-moi qu'est-ce qui est en jeu et ne me fais plus patienter. Gohan s'admet vaincu en quelque sorte, et se dit bon, après tout c'est Piccolo, comme quoi il est pas bête et au final, en dehors de Goku, celui qui est le plus proche de Gohan, c'est quand même Piccolo. Et Gohan décide alors de lui révéler les enjeux, et quand même, il finit par digérer tout ça très rapidement, comme quoi Piccolo, il a toujours ses fameuses capacités à rebondir un peu sur toutes les situations. Et Piccolo finit par dire à Gohan, écoute, tu as très bien fait de m'avouer les vrais enjeux, parce que je pense qu'il est maintenant temps pour toi de réveiller le potentiel qui sommeille. Celui que tu n'as pas perdu, mais qui est en train de dormir au plus profond de toi. Avec tout ce que tu viens de me raconter, je vais t'éveiller à ma méthode d'entraînement, la méditation. Gohan est très étonné à quoi ça va lui servir la méditation alors qu'il a besoin de devenir plus fort au combat. Et Piccolo lui dit que l'entraînement en mode méditation, déjà, ce n'est pas limité par le temps ou quoi que ce soit. En gros, une bonne minute de méditation, vous savez, en une minute dans votre tête, il s'en passe des choses. Eh bien, en une minute, il pourrait débloquer l'équivalent de 10 ans d'entraînement. Enfin, c'est un peu ça la logique de Piccolo. Et il continue en disant que le blocage de Gohan, si il s'est tant ramolli que ça, c'est pas uniquement parce qu'il a arrêté de combattre, mais c'est aussi dans la tête. Et donc, que la méditation serait parfait pour réveiller tout ça.
ça, pour éveiller son esprit. Et que si en plus ça a eu de très bons effets sur Piccolo, donc forcément sur un gars comme Gohan qui a un tel potentiel en lui, ça sera parfait. On a une scène de sourire très émouvante entre Gohan et Piccolo, en voulant dire que ça annonce du très lourd pour la suite, avec un retour hyper attendu par tous les fans et moi y compris de la forme potentielle éveillée de Gohan, encore plus puissante qu'avant bien sûr. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il serait super cool, tellement cool même, d'avoir une sorte de potentiel éveillé 2.0 qui serait en gros, je sais pas comment l'appeler, mais un esprit éveillé, potentiel éveillé avec esprit éveillé, potentiel éveillé, mode méditation, enfin, je pense que vous avez capté le délire, je pense que ce serait super cool, à côté des aspects divins, etc., d'avoir des mortels qui s'éveillent avec des techniques qui leur sont propres, histoire d'essayer de rivaliser avec un petit peu tout ça. Et on continue alors dans cet épisode 85 qui est hyper condensé en informations, vous l'avez remarqué les devins, avec la fameuse réunion maintenant des Akaishin, qui ont tous été alertés par leur Kaioshin que ça s'était mal passé, et qui eux aussi se décident à se réunir. Un peu de la même manière en mode Skype divin, par le biais de la canne de leurs anges, et bien sûr, tous sont là, sauf Beerus et Champa. Beerus a été écarté volontairement, et Champa aussi, mais en plus il est parti en déplacement sur la Terre d'Univers 6, donc ça arrange tout le monde. Et honnêtement, les Akaishin qui ne sont pas dispensés de tournoi, ceux qui sont forcés de participer, s'entendent beaucoup mieux que leurs homologues Kaioshin. Alors c'est vrai que les Akaishin qui ont bien géré leur affaire, honnêtement, eux ils s'en foutent un petit peu. Mais de l'autre côté, les autres Akaishin ont très peur de se faire détruire et se disent que étant donné que les Kaioshin, malgré leur sagesse, n'ont pas réussi à se mettre d'accord, que faut-il faire? Ils se disent que les tensions sont en train de monter à cause de cet enfoiré de Son Goku de l'univers 7, ils font aussi référence à Beerus. Là, Akaishin femme LS ou RS dit que même si Goku est plutôt beau, ça m'a beaucoup fait penser à la Mizukage de Naruto, eh bien elle pense que quand même il faut faire un choix sans vraiment... Elle avait un petit peu peur d'assumer ses mots, elle avait un petit peu peur de dire il va falloir neutraliser Goku, il va falloir lui faire payer, mais de la manière dont elle l'a dit, ça nous faisait comprendre. Sidra de l'univers 9 ne sait pas trop quoi en penser, un petit peu comme d'habitude. On voit que tous les Akaishin qui doivent participer au tournoi sont pour le fait de s'en prendre à Goku, et on a même l'homme poisson de l'univers 12, celui qui est dispensé lui de tournoi, dit que même si pour cette fois-là il n'est pas impliqué, il est quand même pour le fait d'attaquer l'univers 7 et d'attaquer Goku en particulier, de l'abattre, parce qu'il a tout simplement peur que cette situation-là recommence et que d'une manière ou d'une autre, son univers soit impliqué et menacé. Mais ils continuent leur discussion en pesant les pour et les contre en se disant que s'ils se lancent dans cette entre guillemets rébellion, ils vont se mettre à dos à coup sûr Champa et Beerus. Et du coup, on a Vermood, le Akaishin clown, qui était silencieux, qui a stoppé tout le monde avec un petit sourire en coin et a dit à tout le monde, écoutez, je vois que vous avez du mal à vous départager, je vous propose un vote à main levée, ce qui s'est produit. Et au final, les devins, l'attaque de l'univers 7, ou du moins la destruction de Goku, a bien été votée et rien n'a été dit concernant les conditions dans lesquelles ça va se passer, quand, comment, enfin, rien n'a été dit. On a complètement terminé sur cette scène-là, on est quasiment en fin d'épisode, et on en revient sur l'intrigue qu'on avait presque oubliée entre Boo gros qui est devenu maigre et Goku. On voit que le combat arrive un petit peu à son terme, et que au final Goku domine quasi largement Boo, et lui dit écoute, je n'ai pas bien compris, quelle est ta différence? N'as-tu pas une technique spéciale? Boo finit par lui dire qu'il pense qu'il s'est trompé, qu'au final, contrairement à ses attentes, il n'a pas progressé. On voit un petit flashback dans lequel Hercule dit à Boo écoute, si les univers se font péter, tu ne pourras plus jamais manger de bonbons et de chocolat. Du coup, on voit Boo qui s'en va et qui va pour s'entraîner. Sauf que durant cet entraînement, et là c'est le gag, c'était vraiment un pur gag de l'auto-animation, en fait ce qu'a fait Boo c'est qu'il s'est divisé pour s'entraîner contre en gros des doubles de lui-même et qu'il a fait que détruire les doubles. Et que, alors voici le clou de la blague, vous savez les blagues japonaises c'est un peu space à chaque fois. Le truc c'est que à force de s'arracher des bouts de gomme qu'il a métamorphosé en lui-même, en des doubles de lui-même pour s'entraîner et qu'il a détruit à chaque fois, eh bien il a fini par devenir maigre, il possédait moins de gomme. Ce qui a fini par nous donner un Boo maigre, mais au final Boo maigre n'était pas plus puissant, mais étant donné qu'il n'a pas arrêté de s'auto-détruire, eh bien Boo a cru qu'il avait tout simplement progressé. Ce qui au final a fini par faire rire Goku, qui en même temps s'est mis un petit peu à stresser parce qu'il avait perdu du temps, et Goku s'est même mis à rassurer Majin Buu en lui disant écoute, tel que tu étais, si j'ai déjà choisi de te recruter, c'est que j'ai pleinement confiance en toi, en tes capacités, il n'y a pas que la force qui va compter, et j'espère pouvoir compter sur toi, et sur toutes tes capacités spéciales durant le tournoi. Donc en gros c'était vraiment une blague qui n'aura duré qu'un épisode, et attendez-vous à ce que Boo, dès l'épisode 86 ou au pire 87, ait retrouvé sa forme. Enfin, sa forme de Majin Buu gros. Et enfin, pour clôturer l'épisode, les devins, Goku s'approche de très près de ses 17. On voit quelques plans encore mystérieux sur lui, et Goku finit par se poser une question. Il se dit, je suis très curieux de savoir où en sont les autres univers dans leur recrutement, je suis sûr qu'il y aura des gars très forts. Ce qui nous a permis d'avoir un plan ultime et final sur Jiren, un plan qui se rapprochait sur lui, qui était lui aussi en mode méditation à la Piccolo, on va dire. Sauf que le plan et la réalisation sur ce plan tout noir, entouré de son espèce de vague de ki rouge, très proche, très similaire de
celle de Toppo, nous faisait comprendre que le gars ne plaisante pas. La caméra s'est approchée de lui jusqu'à ce que Jiren relève la tête, et après allez savoir pourquoi. C'était surtout une scène pour nous introduire le personnage qui au final n'aura pas prononcé un seul mot durant cet épisode-là, et n'aura rien fait d'autre que de méditer et relever sa tête au dernier moment, un peu pour se la jouer badass. Mais quand même, c'est quand même une preuve supplémentaire que la méditation n'est pas si con que ça comme procédé d'évolution. Et ça pourrait même être cool que ça soit le mode de progression ultime des êtres mortels qui n'accèdent pas encore au ki divin. Alors je ne dis pas que Dragon Ball va se transformer en manga de yoga, mais quand même ça peut être un truc cool. Vous avez vu que voir Gohan, voir Piccolo, voir Jiren méditer, c'est cool. Donc en tout cas les devins, on en a fini, on en a fait le tour de cet épisode ultra condensé en informations, en actions, en scènes importantes. Je pense que l'arc a vraiment pris un gros tournant durant cet épisode-là, que beaucoup de choses vont en découler. En tout cas, je vous attends dans la zone commentaire de cette vidéo-là pour me dire ce que vous avez pensé de cette review du futur. Une nouvelle fois, je me répète, si vous n'avez pas compris le concept de review du futur, lisez en haut à droite en rouge ce qu'il a écrit ou lisez la description de cette vidéo et vous serez éclairé. Et maintenant, je me permets de vous remercier énormément de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo que j'ai eu un plaisir fou à vous préparer. Et je vais vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour les prochains arts divinatoires.